Donc les luttes sociales dont nous allons parler ce soir ont tout un point commun, celui d'être motivées par la révolte des masses face à l'oppression nationale. L'oppression nationale peut se manifester sous de multiples formes, mais elle se traduit très souvent par des humiliations quotidiennes, des humiliations institutionnalisées que les populations opprimées ressentent dans leur chair. Ainsi, les Chinois, au début du XXe siècle, pouvaient lire à l'entrée de certains parcs des concessions étrangères à Shanghai que l'entrée leur était interdite, à eux et aux chiens. Les Juifs d'Europe de l'Est, au XIXe et au début du XXe siècle, étaient désignés à la vindicte populaire et au pogrom par les puissants. Les Algériens, après avoir été massacrés par les Français lors de la conquête coloniale, furent soumis au code de l'indigénat et ne pouvaient par exemple plus sortir de leur village sans en demander l'autorisation. Et aux États-Unis, même après la Seconde Guerre mondiale, si les Noirs ne risquaient plus d'être lynchés en place publique, comme 10 ans encore plus tôt, ils subissaient des discriminations et des interdictions sans fin, comme celle de ne pas pouvoir s'asseoir dans les bus aux places qui leur étaient interdites parce que réservées aux Blancs. Le sentiment national, réaction élémentaire à cette oppression, le sentiment d'être opprimé en tant qu'autochtone, d'être considéré comme un étranger dans son propre pays, est un sentiment puissant, capable d'unifier de larges masses et de mettre en mouvement, en lutte, toutes les classes des nations opprimées, paysans et ouvriers, comme bourgeois et petits bourgeois. C'est ce caractère massif, collectif, profond de la révolte nationale qui donne sa force à ces luttes, qui leur donne tout leur potentiel révolutionnaire. Mais si les possibilités que ces luttes renferment sont immenses, la direction qu'elles prennent, les objectifs qu'elles peuvent atteindre, dépendent de la classe sociale qui en prend la tête. Les communistes, militants de l'émancipation de la classe ouvrière et de l'instauration du socialisme à l'échelle mondiale, ont toujours participé aux luttes qui ont mis en mouvement de larges masses contre l'oppression, quelle qu'elle soit. Ils ont donc bien naturellement participé aux luttes contre l'oppression nationale, tout en essayant de leur donner, là aussi, le caractère le plus progressiste possible. C'est au cours de ces luttes qu'ils se sont forgés une conviction, celle qu'on ne pourra résoudre intégralement la question de l'oppression nationale sans en finir avec l'oppression tout court. Et donc il n'y a que le prolétariat qui soit en mesure de mener ce combat jusqu'au bout, qu'il doit en prendre la tête. Dans le cadre de cet exposé, nous verrons comment les communistes, avant que le stalinisme remette cela en cause, sont intervenus au XIXe et au XXe siècle dans la question nationale, comment ils prirent part au combat de leur temps. Et nous nous intéresserons en détail à la révolution de 1917 et à la manière dont, il y a 100 ans, la classe ouvrière et les bolcheviks au pouvoir ont entrepris de résoudre cette question, permettant à des dizaines de nationalités opprimées de commencer à trouver les voies et les moyens de construire ensemble un avenir commun. À notre époque, la plupart des femmes et des hommes s'identifient à une nation au travers d'un passé commun et d'une langue commune. Ces nations sont le résultat d'un long processus historique, de tout un développement économique qui a rassemblé les communautés féodales, mais qui fut aussi ponctué de guerres et de révolutions, d'invasions et d'occupations. Au cours des siècles qui suivirent la sortie du Moyen-Âge, dans certaines régions d'Europe occidentale, là où elle était la plus développée, en premier lieu en Hollande, en Angleterre et en France, la bourgeoisie montante sut mettre un terme à l'émiettement féodal et faire naître sur une base nationale des États centralisés. Les nations qui ne connurent pas une telle évolution durent pour certaines s'intégrer dans des ensembles plus vastes et disparurent souvent en tant que telles. Les autres, dans le reste de l'Europe, stagnèrent sous la coupe des vieilles dynasties féodales. Au sein de ces nations opprimées, la révolte face à l'oppression fut le levier sur lequel la bourgeoisie émergente chercha à s'appuyer pour faire avancer ses intérêts, en particulier pour se doter d'un marché national, ce qu'elle ne pouvait faire qu'au travers de nations
constitués en États indépendants. C'est pourquoi, au sein de chacune de ces nations retardataires, unité et indépendance nationale furent les mots d'ordre naturels de ceux qui combattaient l'oppression féodale, le mouvement démocratique bourgeois. En combattant les vieilles classes féodales en Angleterre et en France, la bourgeoisie joua un rôle éminemment révolutionnaire. En conquérant le pouvoir, elle détruisit les anciennes relations féodales, elle élimina les lois et les particularismes locaux, comme les mesures de poids, de taille et les monnaies qui pouvaient varier d'une ville à l'autre. Elle élimina les barrières et les douanes intérieures et construisit ce qu'on appela des États-nations, des États plus ou moins nationalement homogènes. Ayant fait place nette des entraves féodales, la constitution de marchés nationaux lui permit en retour d'accélérer son développement, de faire s'épanouir l'industrie et d'inonder la planète de ses marchandises, car les marchés nationaux n'étaient pas achevés, qu'ils se trouvaient déjà dépassés. L'émergence du capitalisme industriel, en Angleterre puis en France, signifia la ruine des petits producteurs. Mais furent aussi ruinés ces producteurs des pays qui furent conquis militairement et économiquement dès la fin du XVIIIe siècle ou au début du XIXe. Ainsi l'Irlande, les Indes, l'Algérie allaient s'intégrer au monde moderne par la voie de l'asservissement et de l'oppression nationale. Le capitalisme industriel signifiait certes la victoire définitive de la bourgeoisie sur la vieille société féodale, mais en même temps que la bourgeoisie conquérait le monde et qu'elle développait comme jamais auparavant les forces productives, elle faisait surgir, selon le mot de Marx, ses propres fossoyeurs, les femmes et les hommes qui mettraient un terme à sa domination sur l'humanité, les prolétaires. Dès sa naissance, au début du XIXe siècle, des révoltes de Canut de Lyon au mouvement chartiste anglais pour des droits politiques, la classe ouvrière engagea le combat. Les ouvriers s'organisaient, adhéraient aux idées socialistes, construisaient des organisations politiques. C'est sur cette base et dans ce bouillonnement social qu'au milieu du XIXe siècle naquirent les premières organisations communistes révolutionnaires auxquelles Marx et Engels donnèrent un programme et une méthode d'analyse, le socialisme scientifique. À cette même époque, alors que la révolution industrielle bat son plein en Angleterre et qu'elle démarre en France, les nations de l'Europe de l'Est restent intégrées à des États multinationaux, dominés par des pouvoirs absolutistes et féodaux. Après la défaite de Napoléon en 1815, ces États, l'Empire russe, l'Empire d'Autriche, la Prusse, avaient formé la Sainte Alliance, celle des monarchies moyenâgeuses, pour préserver leur ordre, leurs privilèges, en écrasant l'Europe sous la botte de leurs armées. Dans ce trio, la Russie tsariste s'était affirmée dès la Révolution française comme le pilier de la réaction. En Europe, c'était le gendarme du continent. Sous la férule de ces trois puissances, en Allemagne, en Italie, en Autriche, en Hongrie, en Pologne, en Russie, régnait l'obscurantisme, la bigoterie, la bureaucratie tatillonne, policière et corrompue. La Prusse féodale imposait sa loi à toute une partie des populations allemandes, dont beaucoup avaient connu les effets libérateurs de la Révolution française. La Russie et l'Autriche tenaient sous leur coupe toute l'Europe orientale. Les progrès de la société, des techniques et des libertés politiques en Angleterre et en France faisaient que ces régimes d'Europe centrale et orientale apparaissaient toujours plus arriérés. Les mouvements démocratiques bourgeois, les mouvements nationaux dans ces pays exprimaient cette révolte face à l'oppression. Dans l'Allemagne divisée en 39 entités que dominaient des roitelets et des princes et que se disputaient la Prusse et l'Autriche, l'aspiration à l'unité et à débarrasser la société de ses vieilleries féodales allait fédérer les masses derrière les mouvements bourgeois. En Italie et en Hongrie, alors sous le joug de l'Autriche, l'aspiration à l'indépendance nationale jouait le même rôle fédérateur. Avant-garde de la nouvelle classe révolutionnaire contre l'ordre social, avant-garde de la nouvelle classe révolutionnaire des prolétaires, les communistes appuyaient tout mouvement révolutionnaire contre l'ordre social et politique existant, les dynasties féodales de la Sainte Alliance, mais aussi les régimes bourgeois déjà établis en France et en Angleterre. En Allemagne, la question féodale était explosive. Les communistes, Marx et Engels en tête, pensaient en 1847 que ce pays se trouvait à la veille d'une révolution bourgeoise
et qu'elle s'accomplirait dans les conditions plus avancées qu'en Angleterre au XVIIe et qu'en France au XVIIIe siècle, car le prolétariat, alors insignifiant, s'était développé depuis. Il pensait que la révolution allemande ne saurait être que le prélude immédiat d'une révolution prolétarienne. Ainsi, il fallait lutter de conserve avec la bourgeoisie chaque fois qu'elle agissait révolutionnairement contre la monarchie et les féodaux. Dans cette lutte commune contre les survivances féodales, la victoire du mouvement démocratique préparait de façon complémentaire et inséparable celle du mouvement ouvrier. En 1848-49, une vague révolutionnaire souleva l'Europe, entraînant ses peuples, ceux des nations opprimées comme les autres. Faisant partie de ces mouvements qui affrontaient l'ordre établi, les communistes combattirent tous ceux qui soutenaient la réaction. Ainsi, ils soutinrent l'insurrection polonaise, même dirigée par la petite noblesse. À la fin du XVIIIe siècle, la Russie, la Prusse et l'Autriche s'étaient partagé la Pologne, la dépeçant jusqu'à la faire disparaître de la carte. Durant tout le XIXe siècle, le soutien à l'indépendance de la Pologne revêtit un caractère particulier. Tous ceux qui luttaient alors contre la réaction liaient leur combat à la victoire de la Pologne sur ses oppresseurs tsaristes, autrichiens et prussiens et se reconnaissaient dans le mot d'ordre des combattants polonais « pour notre liberté et pour la vôtre » que reprenaient les toasts et proclamations des mouvements démocratiques. Pour eux, la lutte pour l'indépendance de la Pologne se confondait avec le combat contre les régimes réactionnaires qui maintenaient l'Europe de l'Est sous une chape de plomb et dans l'arriération. Il ne faudrait pas croire que, même à cette époque, les tenants de la réaction n'aient pas eux aussi cherché à détourner à leur profit certaines aspirations nationales. Cela se manifesta avec les nationalismes naissants parmi les Slaves du Sud, en particulier celui des Croates, que les pouvoirs russes et autrichiens parvinrent à dresser contre les ouvriers insurgés à Vienne en octobre 1948, contre l'Italie révolutionnaire et contre l'insurrection hongroise de 1848-49 menée par Kossuth. La question nationale ne pouvait se résoudre que de manière révolutionnaire, en s'insérant dans le combat contre l'ordre établi. Militants de la classe ouvrière internationale, militants socialistes, Marx et Engels étaient aussi des militants du mouvement démocratique. Mais c'est précisément au cours de cette lutte, dans ces années cruciales pour la Révolution en Europe, que le mouvement démocratique démontra qu'il n'irait pas au bout de ses tâches. En France, la Révolution de 1848, commencée en février comme un mouvement de toutes les classes contre le régime de Louis-Philippe, aboutit en juin à un affrontement entre la classe ouvrière et la bourgeoisie. La bourgeoisie écrasa le prolétariat. Mais pour la première fois, le prolétariat avait cessé d'agir en simple allié des démocrates bourgeois et s'était mis à agir de façon autonome pour son propre compte. En voyant à l'œuvre cette différenciation de classe au cours de la Révolution à Paris, la bourgeoisie libérale allemande prit peur que le mouvement enclenché en Allemagne ne radicalise aussi les ouvriers allemands. Elle décida de quitter le terrain de la lutte révolutionnaire. Elle donna 2 ministres au roi de Prusse et elle s'employa à refouler les ouvriers qui furent les seuls à se battre vraiment, car la petite bourgeoisie démocratique allemande se révéla quant à elle incapable de la moindre initiative révolutionnaire. Au contraire de ce qu'avait fait la bourgeoisie en France en 1789, la bourgeoisie démontra dans l'Allemagne de 1848 qu'elle était devenue incapable de mener sa propre révolution à son terme, dès lors que le prolétariat surgissait sur la scène politique. Les hésitations d'une petite bourgeoisie démocratique n'ayant ni la force ni la volonté d'accomplir les tâches démocratiques de l'heure, l'unité nationale et la liquidation du passé féodal démontraient qu'elle ne valait pas mieux. Les communistes révolutionnaires en tirèrent les leçons. La première, et la plus importante, était que les ouvriers devaient s'organiser en partis politiques indépendants de toutes les autres forces sociales, en particulier du camp démocratique progressiste. S'adressant à leurs camarades du comité central de la Ligue des communistes, quelques mois après l'échec de cette période révolutionnaire, qu'on appela le Printemps des peuples, Marx et Engels affirmaient, je les cite, « Les ouvriers contribueront eux-mêmes à leur victoire définitive, bien plus par le fait qu'ils prendront conscience de leurs intérêts de classe, se poseront dès que possible en partis indépendants
et ne se laisseront pas un instant détourner par les phrases hypocrites des petits bourgeois démocratiques, de l'organisation autonome du Parti du prolétariat. Leur cri de guerre doit être la révolution en permanence. À la fin du XIXe siècle, la société était en pleine transformation. Les bourgeoisies, qui pouvaient les premières s'appuyer sur un État national et un marché national réorganisés par leurs soins, se développèrent plus rapidement en bourgeoisie impérialiste. Elles se partagèrent la planète, le plus souvent en constituant d'immenses empires coloniaux. La bourgeoisie devenue impérialiste devenait elle-même le principal obstacle à tout développement national pour une grande partie de l'humanité. Loin de jouer le rôle civilisateur auquel prétendaient les gouvernements occidentaux, les autorités coloniales s'ingéniaient à conserver tout ce qui, dans les sociétés précapitalistes colonisées, les aidait à maintenir la division au sein des populations assujetties. En Inde, par exemple, les Britanniques s'appuyèrent sur les castes, alors que, héritage des sociétés archaïques antérieures, elles auraient dû disparaître avec les progrès de l'économie capitaliste, l'urbanisation et le brassage des populations. Mais l'administration coloniale voyait dans les castes un moyen de maintenir les masses à leur place. Quant aux économies des pays colonisés, elles furent réorientées en fonction des seuls intérêts de la bourgeoisie colonisatrice. On leur imposa des cultures d'exportation sous la forme de monoculture. En Algérie, la France imposa la culture de la vigne et le développement de celle du blé pour les besoins de la métropole. En Afrique subsaharienne, on obligea les paysans à produire du café, du cacao, de l'arachide pour les marchés européens au détriment des cultures vivrières, les populations locales ayant de moins en moins les moyens de se nourrir. Parce que cela lui était plus rentable que de mécaniser la culture, la colonisation utilisa des formes archaïques de production, travail forcé, quasi-esclavage, et s'appuya pour cela sur l'organisation sociale en place, les confréries, les chefs de tribus qui s'en trouvaient renforcés. Si l'Allemagne et l'Italie avaient fini par réaliser leur unification, même de façon incomplète, la question nationale restait brûlante en Europe centrale et orientale. Les empires austro-hongrois, russes et ottomans étaient des États qui opprimaient un grand nombre de peuples. Dans ces sociétés restées semi-féodales, le capitalisme trouva finalement, à des degrés divers, à se diffuser. Les paysans étaient arrachés de la terre, transformés en prolétaires, et se regroupaient dans des villes autour des usines où cohabitaient les nationalités les plus diverses. En Autriche-Hongrie, il n'y avait pas moins de 11 nationalités, des Allemands, des Tchèques, des Polonais, des Ruthènes, des Hongrois, des Italiens, des Roumains, des Slovaques, des Slovènes, des Croates, entre lesquels les tensions n'étaient pas rares, y compris dans la classe ouvrière. Pour les révolutionnaires de ces pays, la question nationale et la question sociale s'entremêlaient de façon évidente. Au début du XXe siècle, partout dans le monde, sinon au sein d'une poignée de pays impérialistes, et encore, les rapports sociaux étaient marqués du trait de l'oppression nationale, ce qui créait une quantité de situations explosives. Tout dépendait de la manière dont cela allait exploser. Cela posait de multiples problèmes aux socialistes d'alors. Certains, tels Rosa Luxembourg ou Boukharine, estimaient que l'époque des révolutions bourgeoises était révolue, qu'il ne fallait compter que sur la révolution socialiste internationale pour résoudre la question nationale. D'autres, les austro-marxistes, ainsi nommés parce qu'ils étaient représentés par les socialistes d'Autriche, estimaient qu'il fallait d'abord résoudre la question nationale dans le cadre de la société bourgeoise, par l'instauration d'autonomie nationale, afin que la lutte de classe puisse ensuite se développer sans entrave. Mais c'est en Russie que la question nationale fut abordée de la façon la plus conséquente. Dans ce pays, englobant plus de 100 nationalités, l'éveil des nationalités opprimées se produisit en même temps que l'éveil politique d'un jeune prolétariat, mais déjà très combatif. Très tôt, le parti bolchevique sut que la révolution à venir devait compter avec la question nationale, qu'il fallait l'intégrer au processus révolutionnaire, l'allier au combat de la classe ouvrière, que cela ouvrirait la voie de la révolution mondiale. Et le parti bolchevique s'y était consciemment préparé.
C'est au nom de Lénine que s'attache cette politique qui nous sert toujours de modèle. Tout au long du XIXe siècle, en Russie, des mouvements prônant le progrès et la démocratie avaient contesté le tsarisme. Mais ce n'est vraiment qu'avec la révolution de 1905 que les mouvements démocratiques bourgeois prirent de l'ampleur. Au cours de cette révolution qui secoua tout l'Empire, la classe ouvrière fut à la pointe du combat. Elle en marqua toutes les étapes par son intervention politique. Elle y créa ses propres organes de pouvoir, les soviets. La bourgeoisie russe se comporta comme la bourgeoisie allemande de 1848. Ayant engagé la lutte contre le tsarisme, elle se montra incapable de la pousser jusqu'au renversement de la féodalité, préférant s'accommoder de quelques réformes sans grandes conséquences sur l'arriération du pays, pourvu que le régime féodal garantisse l'ordre contre les classes exploitées. Cette révolution fut aussi celle des nationalités opprimées. Au sein de l'empire tsariste, les grands Russes étaient 70 millions, tandis que les peuples opprimés, 92 millions de non-Russes, formaient plus de la moitié de la population. Ces peuples étaient essentiellement répartis sur la périphérie. Au nord-ouest, les Finlandais, à l'ouest, les Polonais, au sud-ouest, les Ukrainiens, au sud et à l'est, les Bachkirs, Khazars, Turkmènes, Géorgiens, Arméniens, Tatars. 5 à 6 millions de Juifs formaient un cas à part. N'ayant pas de territoire propre, mais de fait confinés administrativement à l'Ukraine, aux pays baltes et à la Pologne, ils étaient l'objet de discriminations spécifiques. Le tsarisme cultivait les préjugés les plus infâmes à leur égard pour détourner la colère des masses contre les Juifs. Des lois, décrets et règlements multipliaient les mesures discriminatoires, restreignant leur accès à l'enseignement, à diverses professions et métiers, leur imposaient une zone de résidence. Et puis il y avait les pogroms, ces émeutes meurtrières que le régime organisait ou laissait se produire. Au cours des événements de 1905, on recensa ainsi 4000 morts et 10 000 mutilés dans une centaine de pogroms. Un bilan qui aurait été bien plus lourd si le mouvement ouvrier révolutionnaire, toutes tendances confondues, n'avait aidé à la défense des quartiers et bourgades juives et s'il n'avait, dès le début de son existence, combattu l'antisémitisme parmi les prolétaires. L'oppression des minorités nationales était générale. Elle prenait des formes variées. Certains peuples avaient été colonisés, d'autres russifiés de force, d'autres encore s'étaient fait voler leurs terres, et la plupart se voyaient interdire d'étudier ainsi que d'éditer livres et journaux dans leur langue maternelle. Le réveil de ces peuples n'en fut que plus énergique et se manifesta dans certains endroits en étroite connexion avec le mouvement ouvrier. Lénine rapporte ainsi qu'en décembre 1905, dans des centaines d'écoles de Pologne, les écoliers brûlèrent tous les livres et les tableaux russes, ainsi que les portraits du tsar. Ils bâtirent et chassèrent des écoles les maîtres russes, exigèrent le rattachement des écoles secondaires au soviet des députés ouvriers et, entre autres, voulurent imposer le port des blouses rouges afin de marquer leur adhésion à la future république prolétarienne. À la même époque, Lénine donnait en exemple l'activité révolutionnaire des travailleurs lettons et de leur parti socialiste dans la guerre civile qui avait éclaté après décembre 1905. D'autres peuples, comme ceux que l'on qualifiait de musulmans ou du Turkestan, créèrent des organisations les plus diverses, se mirent à la politique, présentèrent des candidats nationaux dans les élections qui suivirent. Dans la foulée des événements de 1905 en Russie, des revendications nationales émergèrent et débouchèrent sur des insurrections et des révolutions en Turquie en 1908 contre le démembrement de l'Empire ottoman par les puissances impérialistes européennes et contre le vieux régime féodal. En Chine en 1911 pour la République contre l'impérialisme et aussi en Perse dans les Balkans. Ce mouvement d'ensemble était pour Lénine l'éveil de l'Asie, le début d'une période de révolution bourgeoise et de mouvements nationaux qui secouaient déjà les vieux empires russes et ottomans et qui rendaient possible l'ébranlement complet de l'ordre impérialiste, la révolution mondiale.
Pour le mouvement socialiste, la révolution à venir en Russie était bourgeoise, en cela que ses objectifs, balayer les vieilleries féodales, distribuer la terre aux paysans, et là où le problème se posait, construire des États-nations, étaient historiquement ceux de la bourgeoisie. Mais les bolcheviks pensaient, au regard des expériences de 1848 et de 1905, que seul le prolétariat avait la force révolutionnaire de les réaliser. Chercher à transformer la lutte pour des objectifs démocratiques en révolution prolétarienne faisait partie des tâches essentielles des révolutionnaires depuis 1848. Les luttes populaires massives ne se sont jamais développées sur l'objectif initial affiché d'exproprier la bourgeoisie et de socialiser les moyens de production. Elles se développent toujours ou presque sur des objectifs démocratiques, répondant à des problèmes immédiats que se posent les classes populaires. Le rôle des révolutionnaires est de se battre avec les masses pour ces objectifs, tout en expliquant qu'ils ne pourront être atteints et réalisés intégralement que si l'on renverse le capitalisme. Ainsi, le droit de vote universel ne prend tout son sens qu'à partir du moment où l'on a exproprié les quelques dizaines de familles qui contrôlent la quasi-totalité de l'économie et les moyens d'information. C'est en luttant pour des objectifs intermédiaires, transitoires, en éprouvant leurs limites dans le cadre du système capitaliste, que se forme pour les larges masses la conscience de la nécessité d'en finir avec la domination de la bourgeoisie. C'est pour cela, disait Lénine, que nous devons formuler, en termes rigoureusement révolutionnaires, chacune de nos revendications démocratiques. Et c'est ainsi qu'il envisageait la question nationale. Dans la Russie, où la revendication nationale n'était qu'une des formes de protestation contre l'oppression politique et sociale, cette question fut posée d'emblée par le mouvement ouvrier et au mouvement ouvrier. C'est parmi les artisans et les ouvriers de la minorité juive que fut créée la première organisation socialiste dans l'Empire tsariste, le Bund, fin 1897. 6 mois plus tard, le Parti social-démocrate ouvrier de Russie vit le jour, avec l'aide active de ce même Bund qui en fit partie un temps. Mais si nombre de révolutionnaires d'origine juive avaient rejoint le Parti social-démocrate russe et non le Bund, c'est parce qu'ils pensaient, comme nombre de militants, qu'ils soient russes ou originaires de nationalités opprimées, qu'il fallait lutter et pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et en même temps pour l'unité de la classe ouvrière et de son organisation de combat, reflet de l'unité des intérêts politiques et sociaux des travailleurs. En Russie, le parti bolchevique, qui regroupait en son sein de nombreux militants issus de Géorgie, de Pologne, d'Ukraine et d'autres minorités opprimées, fit de cette question un des pivots de sa politique, essentiellement à partir de 1913, dans une série de textes de Lénine traitant du droit des nations à disposer d'elles-mêmes. Bien sûr, ce mot d'ordre fut brandi aussi par d'autres. Ainsi, Napoléon III avait défendu ses guerres de brigandage au nom du principe des nationalités, tandis qu'au sortir de la Première Guerre mondiale, Wilson, le président des États-Unis, allait en faire son slogan pour que les États impérialistes militairement vainqueurs puissent mieux enchaîner à leurs chars les petites nations libérées de la tutelle des empires centraux. C'est cette raison, la possibilité pour les puissances impérialistes d'utiliser les petits États dans la lutte pour leurs intérêts, qui fit qu'au début du XXe siècle, des révolutionnaires rejetaient la revendication du droit des nations à disposer d'elles-mêmes. Que l'impérialisme s'emploie à de telles manœuvres, rien n'est moins vrai. Mais en conclure qu'il faut rejeter le droit des nations à disposer d'elles-mêmes aboutit en définitive à faire le jeu de l'impérialisme dominant contre les peuples opprimés. La politique de Lénine concernant l'oppression nationale s'articulait sur 2 axes fondamentaux, complémentaires et indissociables. Au sein des nations dominantes, la revendication du droit à l'autodétermination jusqu'à la séparation permettait à la fois de montrer que la classe ouvrière de la nation dominante était solidaire des opprimés des nations dominées et de lutter contre le chauvinisme entretenu par la bourgeoisie de la nation dominante. Cette revendication permettait aussi de lutter contre les nationalistes de la nation dominée en démontrant que les alliés des opprimés étaient les ouvriers de la nation dominante.
Au sein des peuples opprimés, revendiquer de la manière la plus résolue possible le droit à choisir son avenir national, y compris à se séparer, c'était se préparer à prendre la tête de la lutte contre les représentants de la nation qui opprime ses partis, sa bureaucratie d'État, sa police, son armée. Ces luttes devaient se faire avec tous les éléments de la nation opprimée prêts à le faire, y compris la bourgeoisie ou la petite bourgeoisie. Mais, et c'était essentiel, il fallait s'assurer que, avant, pendant et après le combat, le prolétariat conserve son indépendance politique absolue vis-à-vis des courants bourgeois. Lénine affirmait ainsi « Si nous constatons que la bourgeoisie des nations opprimées ne fait que bavarder sur l'insurrection nationale et passe en fait des arrangements réactionnaires avec la bourgeoisie de la nation oppressive à l'insu de son peuple et contre lui, la critique des marxistes révolutionnaires doit être dirigée non pas contre le mouvement de libération nationale, mais contre son avilissement, sa dégénérescence. Il fallait pouvoir démontrer aux yeux de toute la population que le prolétariat était la classe la plus déterminée à imposer le droit des nations à disposer d'elles-mêmes, que lui et son parti étaient prêts à prendre la tête de cette lutte, y compris contre la bourgeoisie nationale si elle y renonçait. Cette indépendance politique reposait sur l'union des ouvriers des nations opprimées avec ceux des nations qui les opprimaient, au sein d'organisations communes, de façon à ce que la classe ouvrière se sente une et une seule. C'était une manière de lutter contre la pénétration en son sein des idées nationalistes, contre l'influence de la bourgeoisie. Lénine avait en tête l'exemple des Autrichiens, dont le parti avait fini par éclater en 6 partis nationaux sous la pression des nationalistes de chaque bord. Il combattait les idées de certains socialistes autrichiens qui, au nom de la culture nationale des nations opprimées, cherchaient à créer des structures nationalement homogènes au sein de la société bourgeoise, ce qui, au lieu de rapprocher les ouvriers de chaque nation, dressait des murs entre eux et les rapprochait en fait de leur propre bourgeoisie. D'autres courants reprochaient à la politique de Lénine d'aller dans le sens de l'éclatement politique en une multitude de nations, à rebours de l'objectif communiste de la fin des frontières et de l'unité des peuples. Mais au contraire, le point de départ de Lénine était l'internationalisme prolétarien. Il prenait en compte le sentiment d'oppression nationale en expliquant que seule la liberté de séparation rend possible une association volontairement choisie. Cette politique, défendant le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, permettait de lier les mouvements nationaux à la révolution sociale. Toute lutte naissant au sein des nations opprimées affaiblissait la bourgeoisie de la nation qui opprime. Et comme cette lutte était relayée au sein de la classe ouvrière de la nation oppressive, cela ne pouvait qu'affermir sa conscience et sa volonté de lutter. De même, toute lutte révolutionnaire des travailleurs de la nation dominante, mettant à l'ordre du jour la libération des nations opprimées, permettait à la classe ouvrière de trouver des alliés en leur sein, en faisant apparaître à tous que la victoire des uns serait la condition de la victoire des autres. L'un des problèmes, et non le moindre, était le chauvinisme des grands Russes, y compris chez les ouvriers et même chez certains communistes. Affirmer que les opprimés avaient le droit à l'indépendance permettait de combattre ce chauvinisme au sein de la nation dominante et en retour d'éliminer la méfiance des opprimés à l'égard des prolétaires de la nation dominante. Sans égalité des nations dans les consciences, l'inégalité de développement qui existe de fait entre les nations pouvait perpétuer l'oppression, y compris après la Révolution. Ce mot d'ordre du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes avait pour but d'armer politiquement les bolcheviks et la classe ouvrière pour la période révolutionnaire à venir, une période qui, à l'issue de la Première Guerre mondiale, allait relancer les luttes nationales des peuples opprimés de Russie, mais pas seulement. Les bolcheviks considéraient que la révolution à venir était la révolution mondiale, une révolution qu'ils considéraient non pas comme un événement isolé dans le temps, mais comme une époque, une période. Dans cette période de révolution, il fallait envisager différentes étapes en fonction du stade de développement auquel était arrivée chaque nation. Ainsi, si le socialisme était à l'ordre du jour dans les pays capitalistes avancés, si dans ces pays où la question nationale était résolue depuis longtemps, si on pouvait
et on devait dépasser le cadre national et unir les prolétaires des différentes nations entre eux, ce n'était pas le cas des pays non développés. En Russie et plus largement en Asie, où certaines populations étaient encore nomades ou en cours de sédentarisation, la bourgeoisie et le prolétariat n'existaient que sous forme embryonnaire, en quelque sorte importée par la nation dominante. La lutte contre l'oppression nationale et le réveil des mouvements nationaux ne pouvaient donc pas prendre d'emblée le chemin de la révolution prolétarienne, mais elle pouvait prendre la forme de guerre nationale contre les puissances impérialistes avec pour objectif l'indépendance nationale. Ces guerres étaient, disait Lénine, en soi progressives, révolutionnaires. Ce sur quoi Lénine comptait, c'était la combinaison des luttes du prolétariat et des luttes nationales, s'entraînant les unes les autres dans la révolution à venir. Et c'est ce que sa politique du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes cherchait à favoriser. En février 1917, le tsarisme était renversé. Il n'y avait plus de gardiens devant les portes de la prison des peuples et les nations opprimées s'engouffrèrent dans la lutte. Et l'on peut dire que si après octobre 1917, les bolcheviks réussirent à garder le pouvoir, leur politique dans la question nationale, tout autant que le mot d'ordre de la terre aux paysans, y fut pour beaucoup. Pendant toutes les années de guerre civile, question nationale et révolution socialiste furent intimement liées. Après février 1917, les bourgeoisies des nations opprimées, pour la plupart étroitement liées à la bourgeoisie russe, se tournèrent vers le gouvernement provisoire de Kerensky, le reconnaissant comme un des leurs, pour lui demander non pas l'indépendance, mais plus d'autonomie. En pratique, elle n'allait devenir ouvertement indépendantiste qu'après la prise du pouvoir par les soviets en octobre 1917. En attendant, Kerensky, obéissant aux intérêts de la bourgeoisie russe et à ceux de ses protecteurs, les impérialistes français et anglais, s'employait, comme sur toutes les questions importantes, à différer la discussion de ces revendications jusqu'à la réunion d'une assemblée constituante toujours repoussée. À l'opposé, dès ses premiers pas, le pouvoir soviétique affirma le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Le 15 novembre 1917, le décret du pouvoir bolchevique sur les nationalités reconnut l'égalité et la souveraineté des peuples, le droit à l'autodétermination, à la fédération, à la sécession, ainsi que l'égalité des droits de toutes les nationalités au sein de la Russie soviétique. Dans les semaines qui suivirent, le pouvoir des soviets reconnut l'indépendance de la Finlande, de l'Ukraine, de la Pologne. Cela montra à des dizaines de millions de travailleurs, de paysans et de pauvres que le nouveau régime avait rompu avec la politique tsariste. Il respectait les droits nationaux, tandis que ses ennemis, les Blancs, partisans du tsar et de la bourgeoisie, ne juraient que par le retour de la prison des peuples. Le 10 juillet 1918, les bolcheviks proclamèrent la République socialiste fédérative soviétique de Russie, la RSFSR, reconnaissant par là le caractère multinational du pays et annonçant que les relations entre les peuples devaient se fonder sur la fédération et non sur l'oppression de tous par un centre russe privilégié. Ce qui, en juillet 1918, à l'un des pires moments de la guerre civile, était surtout un acte politique, une démonstration, un appel, prit tout son sens dans les mois et années qui suivirent. En pleine guerre civile, assiégé de toutes parts par une quinzaine d'armées blanches et de corps expéditionnaires étrangers, le pouvoir soviétique allait créer une vingtaine de républiques nationales autonomes au sein de cette RSFSR, avant que celle-ci ne devienne une des composantes de l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques, une union conçue comme une fédération volontaire de républiques. La construction de cette fédération, puis de cette union de républiques socialistes, permet de mesurer comment le prolétariat au pouvoir cherchait à régler d'une manière progressiste la question nationale. On doit comparer cela avec ce que fit l'impérialisme en Europe centrale dans les mêmes années. L'Allemagne fut amputée, l'Autriche-Hongrie dépecée en une demi-douzaine de petits États économiquement non viables, incapables de se développer et dont le territoire avait été taillé dans la chair des peuples. Chacun de ces remaniements de frontières avait signifié des déplacements forcés de population, des exactions contre des peuples subitement devenus minoritaires au sein d'un nouvel État oppresseur. Cela condamnait ces États à être enchaînés les uns aux autres par une haine mutuelle
et une faiblesse générale alimentant les rancœurs nationalistes, le militarisme, la xénophobie et suscitant des régimes clérico-policiers. Au milieu des années 30, la quasi-totalité des pays d'Europe centrale et orientale étaient des dictatures férocement anti-ouvrières, appuyées sur l'armée ou sur des partis plus ou moins fascisants. Alors le chemin pour en arriver au début des années 20 à une fédération de républiques soviétiques ne fut pas simple. La politique des bolcheviks n'ayant pas été exemple d'erreur. L'Ukraine, l'une des plus grandes composantes de l'ex-empire des tsars, était avec près de 30 millions d'habitants, à l'image de la Russie, à 90% paysanne. Mais avec cette particularité que, dans les grandes villes et les centres industriels, à Kiev, Kharkov, Odessa, le prolétariat était pour une bonne part russe ou russifié. Et c'est dans ce prolétariat que les bolcheviks étaient surtout implantés. Durant la guerre civile, les 2 premiers gouvernements soviétiques en Ukraine s'effondrèrent, essentiellement parce qu'ils étaient devenus impopulaires. Dans les campagnes, les bolcheviks s'étaient aliénés les paysans, même les plus pauvres, en décidant de socialiser l'agriculture pour mieux exploiter, selon leurs mots, l'Ukraine afin de nourrir la Russie. La campagne se souleva. Des chefs de guerre mobilisèrent les paysans, réclamèrent des soviets sans bolcheviks russes. Les bolcheviks d'Ukraine, de nationalité russe pour la plupart, et sous la pression de la guerre civile, s'étaient comportés comme des conquérants. Ils avaient même superbement ignoré les partisans de Borodba, la lutte en ukrainien, un parti issu de la mouvance socialiste révolutionnaire de gauche, favorable aux soviets, indépendantistes et bien implanté dans les campagnes. Lorsque les bolcheviks reconquirent le pouvoir début 1920, ce fut armé de l'expérience de leurs premiers échecs. Lénine choisit d'envoyer en Ukraine Rakovski, un dirigeant révolutionnaire d'origine balkanique, pour contrer le chauvinisme grand russe de certains bolcheviks, ressouder les liens avec les prolétaires et paysans ukrainiens et réaffirmer l'indépendance de la République socialiste soviétique d'Ukraine. Cette politique porta ses fruits. Le 30 mars 1920, Lénine pouvait dire que, au lieu d'un soulèvement des borodbistes, les meilleurs de leurs éléments ont adhéré à notre parti avec notre assentiment. Début 1917, la fondation de la République du Bashkortostan, le pays des Bachkirs, une région au sud de l'Oural, à la jonction entre Europe et Asie, fit pour la première fois la démonstration en grand de ce que le pouvoir soviétique pouvait accomplir en matière d'autonomie nationale. Cette nouvelle république apportait la preuve que les nations opprimées, économiquement et culturellement retardataires, y compris sans prolétariat autochtone, pouvaient obtenir la plus large autonomie en s'appuyant sur la révolution prolétarienne sur le pouvoir des soviets en Russie. Dans le dernier quart du XIXe siècle, comme dans tout l'Empire, le pouvoir tsariste avait accéléré l'implantation de paysans russes parmi les Bachkirs, promettant à ses colons des terres que l'Empire volait aux autochtones. L'une des revendications du mouvement bachkir était la restitution des terres volées. Fin 1917, un gouvernement nationaliste bachkir avait pris le pouvoir. Il revendiquait l'autonomie de la région et, allié aux socialistes révolutionnaires locaux, il faisait la guerre aux bolcheviks. Cependant, après la prise du contrôle du territoire par les armées blanches de l'amiral Koltchak, qui décida d'abolir l'autonomie territoriale et de dissoudre les forces militaires bachkirs, le mouvement nationaliste prit langue avec les bolcheviks. Ceci était alors partagé en 2 tendances. La première, constituée par les communistes locaux, en majorité d'origine russe, exigeait la capitulation et le désarmement des troupes bachkirs, ce qui rendait tout accord impossible. Finalement, la tendance favorable à la conciliation avec les nationalistes l'emporta, et en mars 1919, un traité signa l'acte de naissance de la République socialiste soviétique autonome du Bashkortostan au sein de la RSFSR. Cette république fut la première du genre. Son grand mérite fut de contribuer à convaincre de nombreuses autres nationalités que face aux Blancs qui voulaient les ramener à leur ancienne condition, un compromis avec le régime des soviets était possible. Au peuple qui rejoignait le camp de la révolution socialiste, les bolcheviks promettaient donc la fédération, soit au sein de la Russie ou d'une autre république soviétique, soit sur un pied d'égalité avec la Russie, comme dans le cas de l'Ukraine.
Les républiques soviétiques russes et ukrainiennes avaient unifié un certain nombre d'administrations, l'armée, l'économie, mais tout ce qui pouvait être administré localement, comme l'agriculture ou l'instruction publique, devait rester du ressort des pouvoirs locaux. Même au sein de l'armée, l'accord prévoyait entre elles la création de cadres pour des régiments ukrainiens rouges avec un commandement en langue ukrainienne, la création d'une école d'officiers ukrainiens rouges. Les institutions fédérales ne faisaient cependant pas tout. Cela ne fonctionna que parce que le pouvoir bolchevique eut la préoccupation constante du développement des républiques non russes. L'une des préoccupations de la direction communiste de l'État soviétique était de lutter contre la permanence du chauvinisme grand russe au sein du prolétariat et des communistes, héritage du passé colonial de la Russie et contre son influence néfaste sur les relations entre nationalités. Au Congrès des peuples de l'Orient, qui se tint à Bakou en 1920, plusieurs délégués intervinrent vivement pour que l'internationale communiste, nouvellement fondée, se débarrasse de ce qu'ils désignaient comme des colonisateurs qui travaillent sous le masque du communisme. Pour que l'égalité proclamée entre les peuples ne soit pas formelle, il fallait s'atteler à combler le fossé colonial laissé par le tsarisme. Il fallait en jeter les bases sociales, matérielles. Culturellement, l'effort fourni fut énorme. Dans le Caucase, en Sibérie, dans le Grand Nord, des dizaines de peuples n'avaient ni école, ni même de langue écrite. Il fallut former des maîtres, construire des écoles itinérantes chez les nomades, créer des alphabets adaptés à ces langues, tout en commençant à éditer des manuels. Le taux d'alphabétisation d'environ 3% parmi la population ouzbèque en 1897 avait presque quadruplé en 1926, avec des progrès du même ordre dans toute l'Asie et le Caucase soviétique. Et cet effort se poursuivit par la suite. Environ 50 millions d'illettrés apprirent ainsi à lire et à écrire. Un bond gigantesque qui montrait tout ce qu'une révolution avait à leur offrir, mais que la seule politique du pouvoir n'aurait pas rendu possible s'il n'avait mobilisé pour cela les millions de travailleurs, de gens un peu plus éduqués et toutes les ressources que permet le fait d'avoir un État à soi. L'horizon des bolcheviks n'était pas la révolution russe, mais la révolution mondiale. Ils la concevaient comme une combinaison de révolutions dans les pays impérialistes et dans les pays coloniaux ou semi-coloniaux. L'internationale communiste qu'ils créèrent, avec des révolutionnaires d'autres pays, en tant que parti mondial de la Révolution, plaça la question nationale et coloniale au premier rang de ses préoccupations. Avec l'échec de la Révolution allemande et de la Révolution hongroise en 1919, l'axe de propagation de la Révolution semblait se déplacer vers l'Asie, dans les pays dominés par l'impérialisme où le prolétariat n'existait pas. Les communistes se devaient, comme partout, de lier les luttes nationales à la révolution prolétarienne commencée en Russie. Il s'agissait alors, comme cela fut dit au deuxième congrès des organisations communistes des peuples de l'Orient, de traduire dans la langue de chaque peuple la véritable doctrine communiste et de leur dire dans une langue accessible que leur seul espoir de se libérer est la victoire de la révolution mondiale. Il s'agissait de lutter contre l'impérialisme et contre les vestiges du Moyen-Âge, non pas en imitant la révolution russe, mais en adaptant la politique des communistes aux conditions réelles de ces pays, avec des objectifs et des moyens comme l'indépendance nationale, la fédération, les soviets de paysans et d'autres qui restaient à inventer. L'une des initiatives en ce sens fut le Congrès des peuples de l'Orient de Bakou en mars 1920. Les bolcheviks voulaient relier leur combat aux luttes anticoloniales et anti-impérialistes qui éclataient en Orient, en Égypte en 1919, en Irak en 1920, et qui allaient se poursuivre pendant plusieurs années. L'énergie de ces mouvements qui affrontaient l'impérialisme était puissante, il fallait s'appuyer dessus. Parallèlement, dans les pays développés, l'internationale communiste défendait l'idée que les prolétaires devaient être sans réserve et sans condition du côté des peuples opprimés par l'impérialisme, y compris et surtout par leur propre impérialisme. Les partis communistes des pays riches devaient ainsi soutenir, était-il précisé, non seulement en parole, mais en fait, tout mouvement d'émancipation dans les colonies, et entretenir parmi les troupes de la métropole une agitation continue contre toute oppression des peuples coloniaux. En prenant la tête de la lutte anti-impérialiste,
l'Internationale communiste devint un centre de ralliement, aussi bien pour ceux qui, dans les pays coloniaux, aspiraient à l'émancipation complète de leur classe laborieuse et qui étaient prêts à se former à l'école du communisme révolutionnaire, que pour nombre de militants nationalistes que seule la fin de l'emprise coloniale sur leur pays intéressait. Il fallait bien sûr distinguer en permanence les uns des autres. Tout en appuyant ces mouvements nationalistes révolutionnaires, Lénine, Trotsky, l'Internationale communiste insistaient sur le fait qu'en toutes circonstances, même dans les pays les moins développés, même là où le prolétariat était très faible, il fallait regrouper de façon indépendante politiquement tous ceux qui visaient consciemment la révolution prolétarienne mondiale. Et cette indépendance devait d'abord s'exercer vis-à-vis de la bourgeoisie anticoloniale de ces pays. Il fallait donc séparer, aux yeux des masses, les communistes des nationalistes, même s'ils faisaient front ensemble. Une résolution spéciale de l'Internationale communiste sur les colonies précisait « L'Internationale communiste ne doit soutenir les mouvements révolutionnaires dans les pays arriérés qu'à la condition que les éléments des plus purs partis communistes, et communistes en fait, soient groupés et instruits de leurs tâches particulières, c'est-à-dire de leur mission de combattre le mouvement bourgeois et démocratique. L'Internationale communiste doit entrer en relation temporaire avec les mouvements révolutionnaires dans les colonies et les pays arriérés, sans toutefois jamais fusionner avec eux et en conservant toujours le caractère indépendant de mouvements prolétariens, même dans sa forme embryonnaire. » Et voilà. Et on fait la pause. On va faire une pause de un quart d'heure et on reprend dans un quart d'heure.